Il existe un royaume à l'intérieur de vous, un monde vaste et complexe de pensées, de sentiments et de potentiel inexploité. Au centre même de ce royaume, il y a un trône. Ce trône est votre droit de naissance, le siège du pouvoir à partir duquel votre vie est censée être gouvernée. Pourtant, pour tant d'entre nous, pendant tant d'années, ce trône reste vide. Ou pire, il est occupé par un fantôme, un régent frauduleux, qui règne en notre nom, mais pas dans notre intérêt. Ce régent est le masque que nous portons pour le monde. C'est l'identité soigneusement construite du bon fils, de l'employé responsable, du voisin agréable, du parent parfait. C'est le visage que nous montrons pour obtenir l'approbation, pour nous intégrer, pour éviter les conflits. Les psychologues appellent ce masque la persona, et sa fonction est simple, nous aider à naviguer dans le monde social. Il n'est pas intrinsèquement mauvais, c'est un outil nécessaire. Mais un outil de navigation n'est pas un roi. Ce régent construit son pouvoir lentement, dès nos premiers jours. Il est construit à partir des briques des espoirs et des peurs de nos parents, scellés par les attentes de nos enseignants et les exigences de notre culture. Un petit garçon à qui l'on dit « les garçons ne pleurent pas » apprend à construire un masque de stoïcisme. Une petite fille, louée uniquement pour être calme et serviable, apprend à construire un masque de conformité. Chaque éloge, chaque signe d'approbation renforce le masque. Chaque moment de honte ou de critique pour un sentiment authentique force une autre brique à se mettre en place. Avant même d'en être pleinement conscient, nous avons conclu un contrat tacite avec le monde. Je serai qui vous avez besoin que je sois, si vous m'aimez et m'acceptez. Nous devenons si habiles à jouer ce rôle, si convaincants dans notre performance, que nous oublions que nous jouons. Nous commençons à croire que le masque est notre vrai visage. Nous passons nos journées à servir ce souverain fantôme. Nous faisons des choix non pas à partir de la vérité profonde de qui nous sommes, mais à partir du besoin désespéré de validation de la persona. Nous disons oui quand notre âme crie non. Nous poursuivons des carrières qui affament notre esprit mais nourrissent notre image. Nous restons dans des relations qui ressemblent à des prisons, parce que le masque exige que nous paraissions stables et prospères. L'épuisement que tant de gens ressentent, cette fatigue profonde et épuisante que le sommeil ne semble jamais guérir, est l'immense énergie psychique qu'il faut pour maintenir cette façade jour après jour. C'est la tension d'une vie vécue en désalignement, un royaume gouverné par un prétendant. Et le coût est bien plus élevé que la simple fatigue. Le coût est le lent sentiment de vide. Le sentiment d'être un imposteur dans sa propre vie. C'est le désespoir silencieux de la vie non vécue. Le fantôme de la personne que vous auriez pu être, hantant les couloirs de votre conscience. Mais même dans les coins les plus tranquilles de ce royaume mal géré, une pression commence à se faire sentir. Cela peut commencer comme un murmure, un sentiment faible mais persistant que quelque chose ne va fondamentalement pas. Cela peut se manifester par un rêve récurrent, une soudaine crise d'anxiété, ou un désir ardent d'une vérité que vous ne pouvez pas tout à fait nommer. C'est l'appel du vrai souverain, le soi exilé, vous exhortant à commencer le long voyage de retour. Répondre à cet appel, c'est commencer le travail le plus important de votre vie. C'est décider enfin de revendiquer votre propre trône. Mais pour ce faire, vous devez d'abord comprendre la nature du voyage lui-même, un processus que les anciens comprenaient non pas comme un simple choix, mais comme un grand œuvre. Lorsque nous entendons pour la première fois cet appel à vivre pour nous-mêmes, la réaction immédiate, conditionnée par une vie de service aux autres, est souvent un sentiment de culpabilité. L'ego, la partie de nous qui gère la vie quotidienne, qualifie immédiatement cette voie d'égoïste. Il évoque des images d'irresponsabilité, d'abandon de devoirs et de blessures à ceux que nous aimons. Après tout, l'ego a passé toute sa vie à travailler au service de la persona, et il considère cette nouvelle direction comme une trahison du contrat qu'il a conclu avec le monde. Mais il s'agit d'une profonde incompréhension du but du voyage. La quête pour reconquérir votre royaume intérieur ne consiste pas à gonfler l'ego, à en faire un roi tyran. Cela reviendrait simplement à remplacer un faux souverain par un autre. Non, ce voyage consiste à remettre l'ego à sa juste place. Voyez les choses de cette façon. L'ego est le premier ministre compétent de votre royaume. Il est essentiel pour gérer la logistique quotidienne,
prendre des décisions conscientes et interagir avec le monde extérieur. Mais le soi est le souverain sage et véritable, la somme totale de qui vous êtes et de qui vous pourriez être, conscient et inconscient combinés. Le travail de l'ego n'est pas de régner à partir de sa propre perspective limitée, mais d'écouter la sagesse du soi et de mettre en œuvre sa vision dans le monde. Le voyage n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de responsabilité suprême envers la vie qui vous a été donnée. C'est un engagement à cesser de vivre une existence partielle et fragmentée, et à devenir plutôt entier. Les anciens alchimistes avaient un nom pour ce processus. Ils l'appelaient le magnum opus, le grand œuvre. Leur quête était de transformer le plomb commun en or pur et incorruptible. Il ne s'agissait pas seulement d'une expérience chimique, c'était une métaphore puissante de la transformation de l'âme humaine. Le plomb est la vie lourde, inconsciente, non examinée, où nous sommes guidés par des instincts et des réponses conditionnées, esclaves de la persona. C'est une vie vécue dans un état de réaction, et non de création consciente. L'or est le soi intégré, l'état de plénitude, de conscience et d'authenticité. Pour y parvenir, les alchimistes avaient un besoin d'un récipient spécial, un récipient hermétique appelé alambic, où les matières premières pouvaient être décomposées et reconstituées. En termes psychologiques, ce récipient est notre propre conscience. C'est notre volonté de supporter la tension de nos conflits intérieurs sans nous enfuir. Et ils avaient des besoins de feu. Le feu est la friction de la vie elle-même, la souffrance, l'insatisfaction, la douleur de notre propre inauthenticité qui devient si insupportable qu'elle nous force à changer. Cette alchimie personnelle est le processus lent, délibéré et souvent difficile de séparer le vrai du faux en nous-mêmes, d'intégrer toutes les parties disparates de notre être en un tout unifié. C'est le travail de toute une vie. Il exige du courage, de l'honnêteté et une volonté d'affronter ce qui se cache à l'intérieur. Car ce grand œuvre, cette alchimie personnelle, ne commence pas dans la lumière et le confort. Il commence par une descente dans les ombres de votre propre monde intérieur. Chaque royaume a ses cachots, ses lieux sombres et oubliés, où les choses indésirables sont enfermées. Dans le royaume de la psyché, cet endroit s'appelle l'ombre. L'ombre contient toutes les parties de nous-mêmes que nous avons jugées inacceptables, honteuses ou gênantes. C'est tout ce que nous avons refoulé et nié dans notre effort pour présenter un masque propre et respectable au monde. Pour la personne qui a construit son identité sur le fait d'être aimable et agréable, l'ombre contient sa colère refoulée, son égoïsme et sa capacité d'agression. Pour celui qui se targue d'être fort et indépendant, l'ombre contient sa vulnérabilité cachée, ses peurs profondes et son besoin de connexion. Pour l'individu discipliné et rationnel, l'ombre contient sa sauvagerie, son intuition, sa sensualité et sa capacité au chaos. Nous passons la première moitié de notre vie à construire méticuleusement les murs de ce cachot et à y enfermer ces parties de nous-mêmes, en espérant qu'elles ne seront jamais vues. Nous projetons ensuite ces parties désavouées sur le monde qui nous entoure. Nous voyons l'agression, l'égoïsme, la vulnérabilité que nous nions en nous-mêmes, et nous les jugeons sévèrement chez les autres. Les personnes qui nous irritent le plus, qui appuient sur nos boutons avec une précision presque magique, vivent souvent une qualité de notre propre ombre non reconnue. Leur comportement est un miroir, et nous détestons le reflet. Mais le voyage du grand œuvre exige que nous cessions de regarder vers l'extérieur et que nous nous tournions vers l'intérieur. Nous devons prendre la clé, ouvrir la porte du cachot et descendre dans cette obscurité pour rencontrer les prisonniers que nous y avons gardés. C'est un travail terrifiant, car il brise l'image immaculée que nous avons de qui nous sommes. Cela signifie admettre que nous ne sommes pas seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Pas seulement le héros, mais aussi le méchant. Lorsque nous commençons ce travail, le monde extérieur réagit souvent. Lorsque vous commencez à assumer votre propre colère cachée, par exemple, vous n'êtes plus un participant passif au drame de conflit. Vous retirez votre projection inconsciente. Cela fait de vous un miroir clair pour la colère non reconnue chez les autres. Et ils peuvent soudainement vous trouver irritant ou plus vous-même. Ce à quoi ils réagissent, c'est la perturbation de l'accord tacite de maintenir les masques fermement en place. Pourtant, le grand secret de cette descente est que l'ombre n'est pas seulement un dépôt de négativité. C'est aussi la source d'une immense puissance et vitalité. Dans cette obscurité se trouve
notre créativité refoulée, notre force vitale brute, nos instincts les plus profonds, notre courage et notre humour. En intégrant l'ombre, nous ne devenons pas mauvais. Nous devenons entiers. Nous devenons réels. La personne aimable qui intègre son agressivité ne devient pas une brute. Elle développe des limites saines et la force de dire non. Elle devient vraiment, authentiquement aimable, pas seulement passivement agréable. Le comptable responsable qui intègre son ombre ludique et créative n'abandonne pas sa famille. Il pourrait commencer à peindre le week-end, apportant une nouvelle richesse et joie dans sa vie et dans la vie de ceux qui l'entourent. C'est le premier avant-goût de l'or véritable trouvé dans l'obscurité plombée. Une fois que vous avez commencé ce dialogue avec votre ombre, une autre couche de la psyché se révèle. Le travail d'intégration s'approfondit, se dirigeant vers une union sacrée des grands opposés intérieurs. Au sein de chaque psyché humaine, il existe une profonde dualité intérieure. L'esprit conscient a tendance à s'identifier à un côté de cette polarité, laissant l'autre languir dans l'inconscient. Le grand œuvre exige que nous mettions ces opposés en équilibre. Pour un homme qui est souvent socialisé pour vivre dans le monde de la logique, de l'action et de la réussite extérieure, il existe en lui un principe féminin intérieur, l'anima. L'anima est sa connexion à l'âme, au sentiment, à l'intuition, à la créativité et à la relation. Si son anima reste inconsciente, elle peut se manifester de manière négative. Il peut être sujet à des humeurs sombres qu'il ne comprend pas. Il peut projeter ce féminin intérieur sur les femmes de sa vie, s'attendant à ce qu'elles portent son monde émotionnel pour lui, ou chassant une femme idéalisée et parfaite qui ne peut jamais exister dans la réalité. Pour devenir entier, il doit se tourner vers l'intérieur et construire une relation consciente avec ce féminin intérieur. Il doit apprendre à valoriser le sentiment autant que la pensée, et l'être autant que le faire. Cela ne fait pas de lui moins un homme. Cela fait de lui un être humain plus complet. Inversement, pour une femme, qui est souvent socialisée pour vivre dans le monde de la relation, du sentiment et du soin, il existe un principe masculin intérieur, l'animus. L'animus est sa connexion à la logique, à la structure, à l'action assertive et à son propre esprit indépendant. Si son animus reste inconscient, il peut également se manifester négativement. Il peut apparaître comme une voix intérieure dure et critique qui mine constamment sa confiance, ou il peut être projeté sur les hommes, l'amenant à chercher son sens de l'orientation et son autorité auprès d'eux, plutôt que de le trouver en elle-même. Pour devenir entière, elle doit cultiver son masculin intérieur. Elle doit apprendre à faire confiance à sa propre pensée, à dire sa vérité avec clarté et à agir avec détermination dans le monde. Cela ne fait pas d'elle moins une femme. Cela lui donne le pouvoir de faire naître son être authentique et complet. Ce travail intérieur ne consiste pas à se conformer aux stéréotypes de genre ou à devenir androgyne. Il s'agit d'une complétude psychologique. Les alchimistes appelaient ce processus la conjunctio, ou le mariage sacré. C'est l'union de ces opposés intérieurs. C'est l'intégration qui crée une véritable maturité psychologique. C'est le fondement de relations authentiques dans le monde extérieur, car vous n'avez plus inconsciemment besoin d'une autre personne pour vous compléter. Vous construisez cette complétude en vous-même. Cette union intérieure, cet équilibrage des grandes forces psychiques, vous prépare à la réalisation la plus profonde de toutes. Elles permettent à l'ego de comprendre enfin sa véritable place dans le grand schéma des choses, de voir au-delà de sa propre petite histoire l'immense océan dont il fait partie. Pendant la majeure partie de son existence, l'ego conscient fonctionne comme une seule vague solitaire à la surface d'un vaste océan. Il se vit comme séparé de toutes les autres vagues. Il craint sa propre dissolution éventuelle lorsqu'il s'écrase sur le rivage. Il s'efforce d'être plus grand, plus fort, plus impressionnant que les vagues qui l'entourent. C'est la perspective naturelle d'un ego qui ne s'est pas encore éveillé à sa vraie nature. L'ensemble du processus du grand œuvre, d'intégration de l'ombre et d'union des opposés intérieurs, est un voyage qui approfondit la perception de l'ego. Il commence à sentir qu'il n'est pas seulement la vague, mais qu'il est fait de la substance même de l'océan lui-même. Cet océan est l'inconscient collectif, le fondement psychique profond et partagé de toute l'humanité. C'est le réservoir de toutes les expériences, mythes, symboles et histoires qui ont fait partie du voyage humain.
Les grands courants qui traversent cet océan sont les archétypes, les schémas universels de l'être comme le héros, la mère, le sage vieillard, le fripon. Nos vies personnelles ne sont pas seulement personnelles. Nos luttes privées avec l'amour, la perte, la trahison et le courage sont des expressions uniques de ces drames humains intemporels et universels. En nous connectant à cette couche plus profonde, nous réalisons que notre histoire personnelle fait partie d'un récit mythique beaucoup plus vaste. Cela peut être une perspective incroyablement libératrice et stimulante. Elle nous sort de l'isolement de nos problèmes personnels et nous connecte à la force durable de l'esprit humain. La profonde réalisation qui découle d'un travail intérieur profond est la suivante. Vous n'êtes pas seulement une vague, vous êtes l'océan, s'exprimant temporairement comme une vague. Votre vie individuelle, votre histoire personnelle, est une danse unique que tout l'océan est en train de faire. Lorsque cette compréhension se fait jour, les peurs les plus profondes de l'ego commencent à se dissoudre. La peur d'être petit et insignifiant disparaît, car vous réalisez que vous êtes connecté à la totalité de l'existence. La peur de la mort perd de son aiguillon, car vous comprenez que la vague qui s'écrase sur le rivage n'est pas une fin, mais un retour à la source, d'où vous ressurgirez sous une nouvelle forme. L'ego ne disparaît pas dans cette réalisation. Au contraire, il devient plus efficace. Il n'est plus une entité frénétique et insécurisée qui se bat pour sa propre survie. Il devient un participant conscient et volontaire au jeu magnifique et mystérieux de la vie. Cette réalisation n'est pas une destination finale à laquelle vous arrivez et où vous construisez ensuite une maison. C'est un état d'être qui doit être nourri, une connexion qui doit être maintenue jour après jour, par une pratique d'écoute profonde et constante. Ce voyage dans les profondeurs de votre propre être n'est pas un exercice purement intellectuel. Il ne peut être achevé en lisant des livres ou en comprenant des théories seules. Cela doit être vécu. Cela exige une nouvelle façon de faire attention, un engagement envers un dialogue continu avec les parties les plus profondes de vous-même. Le soi, le véritable souverain de votre royaume intérieur, ne parle pas le langage de la logique quotidienne. Il parle le langage des symboles, des images et des sentiments. Pour vivre cette nouvelle réalité, vous devez apprendre à écouter ce langage symbolique. Vous prêtez attention à vos rêves la nuit, non pas comme des absurdités aléatoires, mais comme des lettres de l'inconscient profond, offrant des conseils, des avertissements et des idées. Vous pourriez tenir un journal près de votre lit, et le matin, avant que l'esprit logique ne prenne le dessus, vous notez non seulement l'histoire du rêve, mais aussi les sentiments qu'il vous a laissés. Vous vous asseyez avec ces sentiments. Vous leur demandez ce qu'ils ont à vous enseigner. Vous apprenez également à remarquer les étranges coïncidences dans votre vie, les moments de synchronicité, où les mondes intérieurs et extérieurs semblent s'aligner d'une manière significative. Vous êtes aux prises avec une décision difficile, et une phrase dans un livre que vous ouvrez au hasard semble parler directement à votre situation. Vous pensez à un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis des années, et il vous appelle cet après-midi même. Ce ne sont pas de simples accidents, ce sont des moments où l'intelligence profonde du soi essaie d'attirer votre attention. Vous apprenez à faire confiance aux douces impulsions de votre intuition, ce sentiment viscéral qui vous dit quand quelque chose est juste ou faux, même lorsque vous ne pouvez pas l'expliquer logiquement. Cela devient une pratique quotidienne, une forme de gouvernance intérieure. Chaque matin, vous pouvez accomplir une sorte de couronnement silencieux. Vous pouvez consciemment choisir de placer la couronne sur la tête du soi, en dédiant votre journée à vivre à partir de ce centre de vérité, plutôt que des exigences de l'ancienne persona. C'est comme un pilote, avant le décollage, qui passe en revue une liste de contrôles. Mon cap d'aujourd'hui est-il fixé par ma propre boussole intérieure, ou est-il toujours sur un pilote automatique programmé par d'autres il y a longtemps? Certains jours, cette pratique semblera facile. La connexion sera claire, et vos actions découleront d'un sentiment de justesse. D'autres jours, l'ancien régent, la persona, tentera de prendre d'assaut le château. Les vieilles peurs du rejet et les vieux besoins d'approbation seront forts et exigeants. Ces jours-là, la pratique n'est pas d'être un roi parfait et inébranlable. La pratique consiste simplement à être honnête, à reconnaître le conflit intérieur sans laisser le prétendant reprendre le trône. Cette pratique quotidienne d'écoute, de choix, d'alignement avec votre véritable centre, nous ramène à la salle du trône
où nous avons commencé, mais cette fois, avec un choix profond à faire. Nous avons fait le tour complet. Nous avons commencé dans un royaume gouverné par un fantôme, avec le vrai roi en exil. Nous avons voyagé à travers le grand œuvre de l'alchimie personnelle, sommes descendus dans l'ombre pour récupérer notre pouvoir perdu, avons recherché le mariage sacré de nos opposés intérieurs, et avons entrevu notre vraie nature comme une expression d'un vaste océan intemporel. Le trône de votre vie, autrefois occupé par un masque craintif, est maintenant vide et en attente. La couronne a toujours été vôtre, mais maintenant vous connaissez son vrai poids et sa signification. Le grand œuvre n'est pas pour les cœurs sensibles, c'est désordonné, c'est inconfortable, et à bien des égards, cela vous coûtera tout ce que vous pensiez être. Cela vous coûtera le confort de vos illusions et l'approbation de ceux qui avaient de besoin que vous restiez dans votre prison. Mais ce que vous gagnez, c'est votre propre âme. Le choix final demeure. C'est un choix qui doit être fait non pas une seule fois, mais chaque jour, dans chaque interaction, dans chaque décision. Continuerez-vous à vivre comme une copie, une vie dictée par un scénario écrit par d'autres, une vie qui affame lentement votre esprit et vous laisse avec un profond sentiment d'être passé à côté de l'essentiel? Ou entreprendrez-vous la tâche sacrée, terrifiante et magnifique de devenir l'auteur de votre propre histoire, de vivre votre propre mythe unique? Le chemin de l'individuation est le voile, âge le plus profondément personnel, et pourtant le plus universellement humain que nous puissions entreprendre. C'est l'accomplissement de notre but ultime. Devenir qui nous sommes vraiment. Ce n'est pas un chemin vers une vie sans douleur ni difficulté. C'est un chemin vers une vie de sens profond, où chaque joie et chaque chagrin contribuent à la création de l'or. Le régent fantôme sera toujours là, chuchotant ses peurs et ses tentations pour la voie facile. Mais maintenant, vous connaissez sa voix. Et vous connaissez la voix du vrai roi. Le soi appelle. Le grand œuvre attend.